Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. On se retrouve pour notre point info du jour. Bien, je vous propose de commencer. Les chèques du troisième plan de relance sont en cours. Les États-Unis ont émis 90 millions de chèques, en soit près de 242 milliards de dollars ont été versés. Et les couples mariés gagnant moins de 150 000 dollars reçoivent le montant total, soit 14 000 dollars chacun. L'IRS retarde la date limite de déclaration des revenus et des impôts. Le commissaire de l'IRS, Chuck Rating, a déclaré dans un communiqué que la date serait automatiquement repoussée d'un mois. La nouvelle date limite étant désormais fixée au 17 mai. Il a déclaré, je cite, « La période actuelle reste difficile pour de nombreuses personnes et l'IRS souhaite continuer à faire tout son possible pour aider les contribuables à faire face aux circonstances inhabituelles liées à la pandémie tout en s'acquittant de ses importantes responsabilités en matière d'administration fiscale. » Fin de citation. Il suggère toutefois à ceux qui attendent des remboursements de déposer leur déclaration le plus tôt possible. Il suggère de faire la déclaration par voie électronique pour obtenir les dépôts directs. Mais tous les États ne suivent pas ces changements. Il est conseillé aux contribuables de vérifier la date limite de leurs États, car tous ne suivent pas le gouvernement fédéral. Passons à présent à 21 États qui poursuivent Biden pour l'annulation de l'oléoduc Keystone. Le Texas et le Montana en sont les fers de lance. Ils affirment que le président n'avait pas de pouvoir de changer unilatéralement une politique énergétique établie par le Congrès lorsqu'il a annulé le permis dès le premier jour de son mandat. Ce pouvoir, selon l'action en justice, appartient au Congrès. Il s'agit du pouvoir de réglementer le commerce interétatique et international, y compris l'octroi ou le refus de permis pour les oléoducs qui traversent une frontière internationale. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré, je cite, « Depuis le premier jour de son entrée en fonction, le président Biden s'est donné pour mission de défaire tous les progrès de l'administration précédente au mépris total des limites constitutionnelles de son pouvoir. Sa décision de révoquer le permis d'exploitation du gazoduc est non seulement illégale, mais elle va également dévaster les moyens de subsistance de milliers de travailleurs, de leurs familles et de leur communauté. » Fin de citation. Pour rappel, le Keystone XL a été conçu pour transporter environ 830 000 barils de pétrole du Canada et du Montana vers les jonctions au milieu de l'Amérique et vers les raffineries à Houston. Il serait construit comme une extension d'un système de pipeline existant. Trump a approuvé le permis de construire des 1,2 miles de l'oléoduc en 2019. Ce projet avait été supprimé sous l'ère Obama. La construction de l'oléoduc devrait permettre de créer et de maintenir des milliers d'emplois et de faire progresser les États-Unis vers l'indépendance énergétique. Elle devrait également permettre d'améliorer les relations commerciales avec le Canada et de fournir des recettes aux régions les plus pauvres. En janvier, un dirigeant canadien, Jason Kenney, Premier ministre de l'Alberta, a qualifié la décision de M. Biden d'interrompre la construction de l'oléoduc d'un coup dur, ajoutant qu'il était contrarié que les États-Unis ne consultent pas le Canada avant d'agir. M. Kenney avait alors déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « En tant qu'amis et alliés des États-Unis, nous sommes profondément troublés par le fait que l'une des premières actions du président Biden a été d'annuler le permis présidentiel pour le passage frontalier de l'oléoduc Keystone XL. C'est un coup dur pour les économies du Canada et de l'Alberta, a-t-il poursuivi. Malheureusement, c'est une insulte adressée aux plus importants alliés et partenaires commerciaux des États-Unis au premier jour d'une nouvelle administration. » Fin de citation. Le Premier ministre Justin Trudeau a également exprimé sa déception face à cette décision. M. Biden a déclaré dans son décret que l'annulation de l'oléoduc était nécessaire car celui-ci nuit à l'intérêt national des États-Unis. L'ordre se lit comme suit, je cite, « Les États-Unis et le monde entier sont confrontés à une crise climatique. Chez nous, nous combattrons la crise avec un plan ambitieux pour mieux reconstruire. Conçu à la fois pour réduire les émissions nocives et créer de bons emplois dans le domaine de l'énergie propre, nos efforts nationaux doivent aller de pair avec l'engagement diplomatique des États-Unis. Étant donné que la plupart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'extérieur de nos frontières, un tel engagement est plus nécessaire et urgent que jamais. » Ajoutant, je poursuis, « Le maintien de l'autorisation de l'oléoduc Keystone XL ne serait pas compatible avec les impératifs économiques et climatiques de mon administration. » Fin de citation.
Le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a réagi en déclarant que la Chine et la Russie doivent être ravis de cette décision, ajoutant que notre nouveau gouvernement déclare essentiellement la guerre à certains de nos propres fondements économiques pour satisfaire un besoin de gestes symboliques. M. McConnell a également remis en question la décision de M. Biden d'arrêter l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur les terres publiques, affirmant que cette décision réduit instantanément d'1/5 la production nationale de pétrole. Elle réduit également l'indépendance énergétique des États-Unis. Il a déclaré qu'en 2019, les États-Unis ont enregistré un excédent énergétique pour la première fois depuis les années 1950. Il a également déclaré que l'arrêt des travaux sur l'oléoduc Keystone aura un impact sur 11 000 travailleurs américains, dont 8 000 travailleurs syndiqués. Et nous passons maintenant à la frontière sud. Les passages de frontières augmentent alors que la Chambre des représentants débat de la loi sur les Dreamers. La Chambre des représentants vote sur la loi Dreamer ou HR6. Si elle est votée, elle offrira une voie vers la citoyenneté à ceux qui sont entrés illégalement dans le pays lorsqu'ils étaient enfants et qui vivent actuellement aux États-Unis. Le même projet de loi aiderait également les immigrants dans le pays qui ont reçu des protections migratoires temporaires. Selon le Migration Policy Institute, si le projet de loi est adopté, environ 4,4 millions d'immigrants illégaux pourraient devenir admissibles à la résidence permanente. 7 républicains se sont déjà joints aux 230 démocrates de la Chambre pour voter en faveur du projet de loi en 2019. Les députés républicains affirment que la loi sur les Dreamers envoie un mauvais message. 2 membres républicains du Congrès s'opposent au projet de loi. Ils disent qu'ils envoient le message que ceux qui entrent illégalement seront récompensés. Le député républicain Greg Stubbs a déclaré à Epoch Times que les Américains ont beaucoup de compassion pour les enfants. Il pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la frontière sud est actuellement inondée d'immigrants illégaux transportant des mineurs. Et Ted Budd, membre du Congrès, a déclaré que si le projet de loi était adopté, cela inciterait à envoyer encore plus d'enfants à la frontière et donnerait au cartel de la drogue une motivation supplémentaire pour continuer à utiliser cette stratégie afin justement de submerger les patrouilles des douanes et des frontières. Il a déclaré, je cite, « Ils envoient un message au monde entier. Venez ici, que ce soit légalement ou non. Et si vous venez ici, nous pourrons vous attraper et nous allons vous relâcher. » CBS Evening News a rapporté mardi dernier que plus de 13 000 jeunes migrants sont détenus en moyenne 120 heures aux États-Unis. Les exigences légales fixent la limite à 72 heures. L'administration Biden, de son côté, a reconnu qu'il s'agissait d'un gros problème, mais n'a pas parlé de crise à proprement parler. Brandon Judd, président du Conseil national des patrouilles frontières, a déclaré à Fox News que la situation à la frontière peut bien être qualifiée de crise. Il a déclaré « Il y a une semaine, je n'aurais pas appelé cela une crise. Aujourd'hui, elle répond à la définition. Nous sommes débordés, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour empêcher les cartels de faire entrer des étrangers en situation irrégulière et de la drogue, et nous sommes donc en état de crise. » Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure interrogé sur l'immigration, le chef de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, a fait sa première apparition publique devant la Chambre où il a été interrogé sur la politique d'immigration de l'administration Biden. Il a défendu la gestion de la situation à la frontière par l'administration Biden, affirmant que la frontière est sécurisée et qu'ils ont hérité d'un système défaillant. Il a également confirmé que les États-Unis sont en passe de rencontrer plus d'immigrants illégaux traversant la frontière que n'importe quelle année au cours des 2 dernières décennies. Les républicains affirment que les mesures prises par Biden pour annuler les politiques d'immigration de l'ère Trump ont essentiellement servi de tapis d'accueil aux immigrants illégaux. Pour rappel, Biden a annulé plus de 12 politiques d'immigration que le président Trump avait mis en place pour freiner l'immigration illégale. L'une des premières mesures prises par Biden en étant en fonction a été de mettre fin à l'urgence nationale à la frontière sud, déclarée pour la première fois par Trump en 2019. Il affirme que plus aucun dollar des contribuables américains ne sera détourné pour construire un mur frontalier. Fin de citation. Mayorkas a déclaré qu'ils ont un processus pour tester et mettre en quarantaine les immigrants, mais il n'a pas nié que certains qui ont été testés positifs ont été libérés. Les démocrates de la Chambre des représentants ont bloqué mardi une loi républicaine qui aurait exigé que les immigrants illégaux libérés aux États-Unis subissent un test négatif
au Covid. Madame Meek a déclaré dans un communiqué: cette semaine, je me suis rendue à El Paso, au Texas, pour rencontrer les agents et les officiers du CBP. J'ai vu de mes propres yeux la crise à laquelle ils sont confrontés, ajoutant, je cite, environ 50% des agents ont été testés positifs au Covid et très peu de migrants sont testés. Selon les rapports, 885 migrants libérés à Brownsville et au Texas au 8 mars ont été testés positifs. Et la sénatrice Shelley Moore Capito a emmené 40 de ses collègues de signer une lettre. Il demande au gouvernement ou GAO, qui est l'organisme d'audition, d'évaluation et d'investigation du Congrès des États-Unis chargé du contrôle des comptes publics du budget fédéral des États-Unis. C'est un organisme qui fait partie de la branche législative du gouvernement fédéral des États-Unis. Elle leur a demandé dans une lettre de dire si la suspicion par Biden du financement et de la construction du mur à la frontière sud est justifiée par une loi fédérale. La lettre indique que les actions du président ont directement contribué à ce scénario malheureux, mais tout à fait évitable, et que ces actions constituent également une violation flagrante de la loi fédérale et empiètent sur le pouvoir constitutionnel du Congrès. Dans le cadre du plan de relance de 900 milliards de dollars de Trump, le Congrès a approuvé un financement de près de 1,4 milliard de dollars pour le mur frontalier. Les sénateurs estiment que les actions de Biden ont violé la loi ICA, telle qu'interprétée par votre bureau, et demandent l'avis juridique du GAO. Les passages de frontières continuent et augmentent alors que 100 000 personnes ont déjà été arrêtées. Un membre républicain du Congrès a présenté un projet de loi sur la situation à la frontière. Il veut prendre la garde nationale qui est stationnée au Capitole et l'envoyer à la frontière. C'est Greg Murphy de Caroline du Nord qui l'a présenté. Son projet de loi intervient alors que la police du Capitole a déclaré qu'il n'y a pas de menace crédible au Capitole et alors qu'il y a un afflux d'immigrants illégaux à la frontière sud. Selon lui, donc l'objectif de l'envoi des gardes à la frontière sud est de sécuriser la frontière terrestre sud des États-Unis et de gérer et prendre en charge les migrants à cette frontière. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, au revoir et à bientôt.